Et les super thérapies que sont les thérapies psychédéliques demandent des super précautions. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec le docteur Olivier Chambon, qui est psychiatre et un psychiatre très particulier parce que pour ceux qui connaissent, le docteur Olivier Chambon fait des recherches sur les psychédéliques, un domaine sans doute un peu trop peu connu ici en France, peut-être plus dans d'autres pays. Bonjour Olivier Chambon. Ben, bonjour, et puis bonjour à toutes et à tous. Oui, alors j'ai fait des recherches effectivement, on va dire, multidirectionnelles, Hmm. toutes centrées autour de l'exploration des états élargis de la conscience, hein, c'est-à-dire en hypnose, en EMDR, le chamanisme, les expériences périmortelles, dont les expériences de mort imminente, Mhm. la physique quantique et la conscience. Et puis je dois en oublier encore quelques-uns, et puis les psychédéliques, bien sûr, oui, tout à fait. Je tourne autour de ça, quoi. Je vais rappeler quand même une chose, je l'ai noté là, il ne faut pas que je dise des Ah oui, bêtises. que c'est interdit en France, oui. Pas la Voilà. promotion, mais simplement faire l'état des lieux à partir de faits objectifs, des données cliniques, des témoignages, et non pas pour dire que c'est bon pour tout le monde tout le temps. Non, parce que rien n'est bon pour tout le monde tout le temps, de toute façon. Et les super thérapies que sont les thérapies psychiques demandent des super précautions. C'est Ouais. comme si vous appreniez à conduire avec une Formule 1, ça demande beaucoup, beaucoup de concentration et de doigté pour pas aller dans les gravillons, comme on dit. Alors que c'est plus facile avec une deux chevaux. Enfin, ça, c'est de mon époque, là, deux chevaux, c'était la référence de la petite voiture La mienne qui, aussi. bu- voilà, qui se conduit tranquillement. Donc c'est pareil pour les psychédéliques, évidemment. Il ne s'agit pas d'en faire une médecine magique, un one shot, one bullet, comme disent les Américains, c'est-à-dire en une seule fois tout est guéri et pour tout le monde. Non, ça se saurait et il n'y a rien qui est comme ça sur Terre, qui guérit tout le temps chez tout le monde. Mais par contre, c'est une avancée importante, pour ne pas dire majeure, dans certains domaines. Et on sait maintenant que c'est une médecine. J'utilise exprès le mot médecine, hein, par rapport à l'appellation traditionnelle de plante visionnaire et tout là. On parle de choses qui se passent dans les sociétés occidentales modernes. Donc c'est une médecine qui apporte vraiment un plus non seulement dans le nombre de gens et le type d'indication de pathologie qu'elle peut traiter, mais aussi un plus dans la compréhension de la conscience, des états élargis de la conscience, des prouesses dont est capable notre conscience, à quoi elle est capable de se relier dans certaines circonstances, et en quoi, ce à quoi elle se relie, en état élargi, expansé, à quoi porte des ressources introuvables ou indisponibles dans le monde de la réalité ordinaire, rétrécie, en état rétréci de conscience qu'on me met en ce moment. Et j'ai découvert une petite partie de votre parcours, c'était très intriguant. À 20 ans, vous avez rencontré, je crois que c'est l'herbe du diable, et vous avez fini aux urgences. À 45 ans, vous êtes Oui. intéressé à la psychologie transpersonnelle et au chamanisme. Donc, vous exportez vos champs de connaissances un petit peu partout. Vous avez découvert le livre de Stanislav Grof, un psychiatre qui développait des travaux sur le LSD, dont l'usage a été interdit aux États-Unis dans les années 70. Et il a remplacé ça par la respiration holotropique et tout son champ de recherche là-dessus. Ah oui, oui, Stanislav Grof, pour rajouter à ce que vous dites, c'est l'un des pères fondateurs aussi avec Jung, Maslow, Assagioli. C'est un des pères fondateurs du courant de psychologie et psychothérapie qui s'appelle transpersonnel. C'est-à-dire qui va au-delà des ressources ou des limites du petit ego, les limites temporelles, les limites spatiales, les limites conscientes du petit ego. Elle rend hommage un peu aux capacités inhérentes, spirituelles de tout homme, de tout être humain. On a tous une conscience, cette conscience, dans certaines circonstances, peut quasiment tous nous faire vivre des choses du domaine de la spiritualité ou même du mystique ou du divin. Et pour les gens qui le vivent, c'est quelque chose de plus réel que la réalité même, hein, on peut dire. Et ça leur apporte quelque chose pour la vie entière après derrière. C'est transformateur, mutatif. Donc à la limite, peu importe si c'est vrai ou c'est pas vrai, l'important c'est que ça a un effet, ce qu'on appelle le pragmatisme. C'est William James, le père de la psychologie américaine, qui disait on cherche pas à savoir si c'est vrai ou pas vrai, on cherche à savoir si c'est utile ou pas. Et ça, c'est le critère de référence. Ces expériences, au-delà du commun extraordinaire, ont une grande utilité pour ceux qui les vivent. Elles sont curatives, elles sont bonnes pour le moral, elles changent la compréhension du monde, la compréhension de la nature de la réalité. Elles rendent les gens plus ouverts, plus compassionnés, plus curieux de la vie, enfin, etc. Il y a plein de propriétés qu'ont ces substances, sans vouloir faire de publicité, hein, c'est juste, je vous raconte ce que je sais, hein, je vous dis pas d'en prendre, bien sûr. Voilà, donc pour la petite parenthèse sur Stanislav Grof, puisque vous le citiez. Ben, je trouvais important de le citer parce que c'est un Bah oui. développement. Oui, C'est très important parce qu'en ce moment, il y a un renouveau des thérapies psychédéliques avec tout plein d'auteurs anglo-saxons, américains, anglais surtout, et qui ont l'air de redécouvrir le fil à couper le beurre. C'est-à-dire, ils redisent ce que les chamans ont toujours dit, ils redisent ce que les pionniers, donc genre Groff, John Lilly, donc je parlais d'Assagioli, enfin tous ceux qui ont pris Salvador Roquet, le psychiatre mexicain à l'époque, enfin ce que les pionniers ont découvert, ils le redécouvrent, tant mieux, mais sans citer les géants sur lesquels ils s'appuient, les géants au-dessus des épaules desquels ils sont.
Et ça, c'est typique de la jeunesse, de l'enthousiasme, des côtés pionniers. C'est nous qui avons découvert. Non, les gars, faut, par honnêteté, par souci de ne pas être négationniste, entre guillemets, pas dans le sens trop péjoratif, du terme, mais de dire qu'il y en a d'autres que vous qui ont bien exploré bien plus loin, il y a bien longtemps avant. Donc, merci d'avoir parlé de Groff. Il y a tout un tas de livres hein, qui sont disponibles, traduits en français, de Groff sur la psychologie transpersonnelle. Moi, je conseille vraiment à tous les psychothérapeutes et même à tous les gens curieux des possibilités de la conscience de les consulter. Ils sont toujours d'actualité, ils le resteront toujours parce qu'ils parlent de quelque chose d'universel et d'intemporel, en On a fait. remarqué qu'il aura fallu quand même 30 ans pour que ce domaine de recherche soit de nouveau à l'ordre du jour. Dans les années 50-60, tout à fait, il y a eu une Dans les années interdiction 50-60, ouais. qui a été faite pour des raisons politiques, pas médicales. Au niveau médical, ils ont convoqué les sénateurs pour une commission aux États-Unis et les thérapeutes sont venus défiler devant les sénateurs pour dire c'est utile, on fait des thérapies bien plus intenses et bien plus productives avec, etc. Ils n'ont rien voulu entendre. Ils ont dit, ils ont classé ces substances grâce à quatre fake news, enfin fausses nouvelles, en Ah ouais? disant, un, qu'elles étaient inutiles, deux, qu'elles créaient des dépendances, trois, je me rappelle plus le truc, ah oui, qu'elle était dangereuse pour la santé, etc., toxique. Et il s'avère, les études des années 50-60, comme les études maintenant à partir de la fin des années 90, montrent que c'est faux. Elles peuvent être très, très, très utiles. Elles ne créent pas d'addiction. Au contraire, on les emploie pour combattre les addictions au tabac, à l'alcool, à l'héroïne, à la cocaïne, appliquées dans des conditions respectueuses de certaines règles, de certaines normes, ce qu'on appelle le set, les dispositions mentales du patient et le setting, les dispositions matérielles et relationnelles autour du patient pendant la séance, la qualité de l'accompagnement, la pureté et le dosage précis de la substance, etc. Moyennant des précautions, elles ne sont pas dangereuses. Dans aucune étude clinique, et maintenant il y a des milliers de patients qui sont passés dans les études cliniques, aucune étude clinique, il y a eu des complications sévères et graves, jamais. Là où il peut y avoir des complications, c'est quand c'est très mal fait. Si vous avez une formule en main, sans avoir votre permis de conduire parce qu'on ne vous l'a pas appris, vous fermez les yeux, vous roulez à 200 à l'heure en sens interdit dans une ville bondée de monde, avec beaucoup d'alcool dans votre sang, qu'est-ce qui se passe? Et on Voilà, imagine qu'on va pas très il très va se loin. passer des problèmes. Et est-ce qu'on va donc interdire les Formule 1 en disant, bouh, la mauvaise Formule 1, regardez ce qu'elle a fait. Non, c'est celui qui l'a utilisé très mal, sans connaissance et sans respect du code de la route. Hein, ces substances-là, il devrait y avoir comme quand on conduit une voiture, c'est des armes potentielles, on va dire, si elles sont mal utilisées. Mettez ça dans le verre de quelqu'un sans lui dire, c'est ce qu'on appelle un crime psychique, c'est-à-dire ça peut complètement le rendre déboussolé. Mettez la même substance à une personne en lui expliquant les bienfaits, le pourquoi, l'accompagnement qu'il y aura, à quoi elle peut s'attendre, comment il faudra réagir, et puis du soutien, etc., etc. Ça va super bien se passer. Donc, c'est pas la substance qui est en cause dans ces cas-là, c'est le fait que les gens les prennent n'importe comment de manière récréative. Bon, ça va, mais récréative, inconsciente, insouciante, et puis surtout en ne respectant pas le caractère sacré. Alors, on peut mettre des guillemets ou pas, c'est-à-dire c'est vraiment des substances qui conduisent au sacré. Alors là, ça devient des entéogènes, Mhm. N-Théos générès, c'est-à-dire qui génèrent Dieu en soi. C'est une façon d'appeler les psychédéliques, hein. On appelle ça les entéogènes. Il ne faut pas, entre guillemets, se moquer d'elles ou se moquer des précautions à prendre. Mais dans les conditions cliniques ou dans des conditions de développement personnel et spirituel bien accompagnées, ce sont au contraire des formidables leviers de changement. Ça, il y a des multitudes d'études. En gros, il y a eu plusieurs vagues. Les premières vagues, c'était les peuples chamaniques. C'était aussi les cultes à mystère dans l'Antiquité grecque. C'est des substances qui étaient utilisées, même on dit à l'aube de l'humanité, que les premiers grands singes, ils ont pris ça quand ils se promenaient et que ça contribuait à développer leur cortex cérébral et les facultés langagières, hein. Il y a une théorie là-dessus. Mhm. Ça s'appelle le stone comme on est stone, APE, le singe ivre. Donc c'était présent dès les racines de l'humanité, dès les proto-religions, dès les premiers cultes à mystère de la Grèce antique ou d'autres peuples. Parce qu'après, il y a eu alors chasse aux sorcières, inquisition, etc., conquête espagnole en Amérique du Sud, enfin christianisme après le IIIe siècle après Jésus-Christ, fermeture des cultes à Dionysos, à Éleusis, réprobation et persécution des gens qui faisaient partie de ces cultes. Enfin, bref, il y a eu donc un grand trou dans l'histoire parce que ces substances étaient réprouvées par l'Église ou par les gouvernements, les autocraties successives. Mais par contre, dans les années 50-60, 1950-1960, c'est vrai qu'il y a une grande redécouverte, à la fois des produits naturels, les manières d'utiliser chamaniques et les synthèses de ces produits par des chimistes. Et donc là, il y a eu toute une médecine psychédélique qui s'est mise en place, de deux types, hein, soit une médecine de psychothérapie accompagnée par psychédélique, c'est-à-dire on appelle ça les thérapies psycholytiques, c'est-à-dire à petite ou faible dose de psychédéliques qui permettent de continuer à parler avec la personne, de continuer à utiliser ce qui se passe dans une psychothérapie, mais stimulé par la substance.
en gros, qui diminuent les défenses, donc qui mettent à jour l'inconscient et qui augmentent une autre forme de conscience qui permet de prendre de la distance et de revoir différemment, revivre différemment, avoir des insights, des prises de conscience. Ça, c'est la petite dose qui aide le thérapeute. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les thérapies psychédéliques, ça veut dire à forte dose. Et là, c'est là qu'on trouve les phénomènes transpersonnels, spirituels, mystiques, qui apportent une dimension supplémentaire à la thérapie. Et là, c'est des psychédéliques assistés par psychothérapie. C'est-à-dire que ce qui est en premier, c'est le psychédélique. Après, les jeunes de la vallée californienne, ils ont trouvé une manière de dévoyer les psychédéliques pour renforcer l'ego, c'est-à-dire ce qu'on appelle le microdosing, et là qui est fait pour augmenter les performances de l'ego. Donc plus rien à voir avec la psychothérapie ou la spiritualité. Là, on parle de être plus concentré, avoir une meilleure mémoire, être plus dynamique, moins fatigué, plus créatif, moins de sautes d'humeur, etc. Mais c'est vraiment fait voilà, pour, comme des nootropiques, c'est-à-dire comme du neurohacking, c'est-à-dire fait pour booster les propriétés du cerveau, mais on n'est plus dans l'élargissement de la conscience, là. On est dans la stimulation. Le microdosing, c'est-à-dire c'est un dixième de la dose psychédélique une fois tous les 3 jours, par exemple, c'est un protocole ça. Le microdosing n'a pas encore fait totalement ses preuves validées par des études de phase 3, mais quand même, il y a des éléments qui portent à penser que oui, ça peut effectivement, notamment dans les troubles des douleurs menstruelles des femmes ou dans les troubles dysthymiques, c'est-à-dire une humeur qui est labile et qui est inconstante, et un jour on va bien, un jour on va pas bien, sans que ce soit une bipolarité intense, hein. Ou bien pour éventuellement la concentration, c'est vrai, la mémorisation, ça peut être utile. Donc pourquoi pas? Parce qu'il y aurait même moins d'effets secondaires que les médicaments classiques, antidépresseurs, anxiolytiques. Donc pourquoi pas à la limite? Mais ça, c'est pas tellement mon champ d'intérêt ni de préoccupation, hein, parce que là, on revient à des trucs de le surhomme, l'homme augmenté, comme on dit. Moi, je préfère penser à l'homme transformé, ou l'homme qui a un pied sur terre et un pied au ciel, pas tous les deux, soit dans le ciel parce qu'il va complètement perdre le contact avec la réalité des autres, soit pas que sur terre, parce que sinon, voilà, il lui manque une dimension quelque part qu'il pourrait explorer. Donc, on parle des substances psychédéliques, comme effectivement, on va dire un petit peu ce que c'est. Donc, il y a le LSD, Oui, ecstasy, alors voilà. voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle alors, les substances. Alors, il y a des gens, ils aiment bien mettre dans des boîtes, séparer les choses alors qu'elles ne sont pas séparées puisqu'elles travaillent de la même façon. Je m'explique. Le mot psychédélique, à la base, ça veut dire qui éclaircit ou qui rend évident l'âme en grec. Mm. C'est-à-dire, en fait, sont des élargisseurs de conscience, quoi, en gros. Et toutes les substances qui font ça sont des psychédéliques, qui élargissent la conscience, sont des psychédéliques par définition. Or, il se trouve que certains veulent absolument, peut-être pour des raisons d'homogénéité dans les recherches ou pour exclure d'autres substances qui leur paraissent pas assez typiques, donc tiennent absolument à dire non, il y a ceux qui agissent sur les récepteurs 5-HTA2, sur les neurones à sérotonine. Et puis ça, on parle tout de suite d'un DMT qu'on retrouve dans la LSK ou dans la DMT pure, on retrouve le LSD, on retrouve la psilocybine, etc. Et puis, il y a les psychédéliques atypiques. Alors, ils hésitent à les classer dans les psychédéliques parce qu'ils stimulent d'autres récepteurs, genre la salvia divinorum, la sauge divinatoire, ou genre surtout, et là, c'est une grosse erreur, et je suis content de le dire chaque fois que je le peux, la kétamine. La kétamine qui est un très puissant, sinon l'un des plus puissants psychédéliques, et que certains rangent dans non, c'est pas un psychédélique parce qu'il ne stimule pas les récepteurs 5-HTA2. Mais on dit bien des psychédéliques, on ne dit pas des 5-HTA2 héliques. La définition, c'est pas stimule les récepteurs sérotonine, c'est élargir la conscience. Et là, on peut le faire par de multiples voies physiques ou nerveuses, ou même des voies spirituelles d'élargir la conscience. Il n'y a pas besoin que ça passe par un récepteur en particulier. Donc, la kétamine, grand psychédélique, qui peut être utilisé maintenant de manière très intéressante dans les dépressions résistantes aux traitements antidépresseurs ou avec des idées suicidogènes aiguës, et qui est très intéressante parce qu'elle travaille sur tout le spectre. On peut la faire à petite dose pour justement la dépression, etc., les troubles post-traumatiques, etc., ou on peut la faire à forte dose pour tout ce qui est développement impersonnel, je dirais spirituel ou mystique. Elle est très forte. Timothy Leary, qui s'était fait connaître dans les années 50-60, bon, il était un peu trop fort à lui. Mais par contre, il classait les psychédéliques et mettait la kétamine au sommet. Il disait qu'il y a 8 circuits de la conscience sur lesquels agissent les psychédéliques. Et le huitième, c'est celui, il appelle ça la conscience quantique déjà à l'époque, c'est-à-dire la conscience créative, la conscience non conditionnée, complète, la chaîne de création de l'univers. Et ben, il mettait la kétamine dans ce dernier niveau, pour dire que c'est loin d'être pas un psychédélique. C'est vraiment un grand psychédélique majeur, étonnant. Groff, d'ailleurs, l'avait salué en 1972 en disant que c'est vraiment quelque chose de différent des autres psychédéliques. Il nous emmène dans des domaines où les autres psychédéliques ne nous emmènent pas, des domaines qui sont vraiment l'essence. Vous êtes dans le cœur de l'univers qui est en train de penser et de créer, quoi. C'est très, très, très impressionnant. Donc, alors, il y en a qui disent que donc c'est pas typique, donc il ne faudrait pas le mettre dans le psychédélique, mais c'est méconnaître, être complètement ignorant.
Je le redis, j'en profite là. Je suis content que vous me laissiez un espace comme ça pour rendre justice et rétablir une vérité. Et puis effectivement, il y a des substances hein, psychédéliques autres qui agissent sur d'autres récepteurs, genre la mescaline ou la MDMA ou ecstasy, c'est la même chose. Hein. Pareil, certains disent la MDMA, non, mais c'est pas vraiment un psychédélique, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de phénomène transpersonnel ou spirituel, ou très rarement avec la MDMA. Mais par contre, elle est spirituelle dans le sens où elle ouvre les capacités d'amour, elle diminue la peur. Alors, certains diront, elle ouvre le chakra du cœur, voilà. Mais elle permet vraiment de réparer les relations blessées en De quelle conscience. manière ça se passe dans nous, dans notre corps, notre cerveau, s'il y a des études là-dessus, quand on vit des expériences de ce type-là, mais de manière spontanée? Elles indiquent le chemin parce qu'elles vont toutes dans le même sens et ça doit être vrai dans tous les cas, je pense. Il y a des études qui montrent que lorsqu'on prend un psychédélique ou bien lorsqu'on utilise une méthode spirituelle sans substance qui calme le mental, qui apaise le corps, qui stabilise l'humeur, qui ralentit les pensées, on va dire, qui diminue le caractère hyperactif et hypnotisant de l'ego, qui nous laisse toujours dans un labyrinthe de miroirs qui se reflètent et qui nous embrume l'esprit. Bref, quand on se sépare de tout ce fonctionnement genre brouilleur de Canal+, c'est-à-dire qui nous empêche de capter la conscience élargie, alors il semble qu'il y a des choses qui se passent dans le cerveau, et ça a été montré pour les psychédéliques, comme pour certaines techniques de méditation, comme pour certaines expériences spontanées. Et dans le cerveau, il y a des aires qui sont apparemment des brouilleurs, justement, des filtres, qui se mettent au repos. Donc, la conscience, la grande conscience est moins filtrée et atteint plus facilement la petite conscience. Et ce qui se passe, les contenus de ce qui se passe, ça c'est de la conscience, c'est pas des neurones qui le créent. Les neurones ne créent pas la conscience. Les neurones facilitent la réception et la transduction. Transduction, ça veut dire traduire d'un système de constante physique dans un autre système de constante physique. Comme un poste de radio, c'est un récepteur transducteur. C'est pas lui qui crée les programmes. Là, c'est l'équivalent de la conscience, les programmes. Si on l'arrête, les programmes continuent. Si le cerveau se met en pause, les programmes continuent. Par contre, le cerveau, comme le poste de radio, sélectionne certains programmes pour les écouter et n'en écoute pas d'autres en fonction de là où on place l'attention. Il y a ce qu'on appelle le réseau mode par défaut, qui est un ensemble de structures cérébrales qui sont imbriquées les unes aux autres, qui sont interconnectées, qui se mettent au repos et qui permettent au cerveau de moins filtrer l'information, on va dire. Donc, il y a des nouvelles associations qui se font. Mais en fait, ça se traduit comment? Ça se traduit que par le fait qu'il y a un afflux d'un gros courant de conscience, la conscience transpersonnelle, la conscience universelle, la conscience dont tout le monde est issu. Toutes les petites consciences sont des dissociations tourbillonnaires, des particularisations éphémères. Elles sont faites d'eau et pourtant ça a une forme. On croirait que c'est un tourbillon. On croit toujours que c'est différent de la surface plate d'où il vient, mais c'est fait d'eau, c'est pareil. Et ça se différencie momentanément. Et quand on est à l'intérieur du tourbillon, il y a plein de choses qui se réfléchissent dans tous les sens du terme, comme un miroir. Et puis on pense à la pensée, on pense qu'on pense, etc. Donc on est pris là dans le tourbillon de l'ego. Mais dès que ça se calme, dès que le tourbillon tourne moins et qu'on revient à la surface, là on retombe dans la conscience transpersonnelle, voire universelle. Et donc, tout ça pour revenir à votre question, oui, on sait avec des études d'imagerie cérébrale que lorsqu'on calme le mental par une manière ou une autre, avec ou sans substance, se passent des phénomènes de désinhibition, puisqu'on on inhibe une structure inhibitrice, ou on met au repos une structure Mhm. inhibitrice, donc on désinhibe Mhm. certaines aires qui se mettent en contact l'une avec l'autre et qui s'adaptent et qui supportent l'afflux de conscience. C'est comme si le cerveau, le radiorécepteur, il avait des transistors neufs, une grande antenne plus large pour pouvoir capter les nouveaux programmes. En gros, c'est ce qui se passe, on pourrait dire métaphoriquement, mais c'est pas loin de la réalité. Parce que vraiment, les psychédéliques sont des catalyseurs. Un catalyseur ne fait pas partie du produit final. Il met en rapport de deux substances, il agit en tiers et il modifie donc la relation de ces substances et ensuite il s'en va et ça fait un produit qui ne le contient pas à lui. Ce sont des ouvreurs de porte, comme des clés dans une serrure. C'est-à-dire que quand vous ouvrez une porte avec une clé, c'est pas la clé qui crée ce qu'il va y avoir derrière la porte, ce qu'il y a dans la pièce. On est bien d'accord. De même, quand vous ouvrez certaines serrures avec les psychédéliques, c'est pas les neurones qui vont générer l'expérience qu'a véue la personne derrière la porte. Non, le psychédélique a juste permis un contact, une connexion, des associations à tous les sens du terme entre différents champs de conscience ou champs d'énergie ou entre différents réseaux neuronaux aussi, puisque c'est lié, hein. Le cerveau reflète en fait ce qui se passe dans la conscience. Les études, ce qu'elles montrent en fait, c'est pas que le cerveau est indispensable pour créer certains états de conscience, c'est que quand on est dans cet état de conscience, ça se traduit cérébralement par certaines stimulations. C'est-à-dire que la conscience utilise le cerveau comme les ondes du poste de radio utilisent le poste de radio. Si vous démontez le poste de radio, il n'y a pas l'orchestre qui joue à l'intérieur, il est ailleurs. Eh ben, si vous démontez le cerveau, vous ne verrez pas la conscience, vous verrez juste, grâce à l'imagerie, les effets de la conscience sur le cerveau. Le cerveau n'étant qu'une manifestation extérieure des manifestations de la conscience. Donc elle reproduit les mouvements
la conscience. La conscience utilise le cerveau en stimulant et en utilisant certains canaux préférentiels dedans. Et c'est ça qu'on voit à l'imagerie. On voit, tiens, qu'est-ce que la conscience fait du cerveau? Alors que les matérialistes qui pensent, sans jamais l'avoir prouvé, et puis ils auront du mal, à mon avis, à le prouver, que c'est la matière qui crée la conscience, donc les neurones qui créent la conscience. Eux, ils vont vous dire non, quand il y a de l'imagerie, on voit que le cerveau est en train de créer des choses, puisque ça s'active en même temps. Donc, ils interprètent ça de l'autre façon. Si chaque matin le coq chante au lever du soleil, vous avez deux façons d'interpréter. Soit c'est le chant du coq qui fait lever le soleil, soit c'est le soleil qui fait le chant du coq. À mon avis, c'est plutôt le deuxième. On appelle ça une corrélation, mais pas une causalité. Une Oui. corrélation, Mhm. quand il y a telle opération cognitive, il y a telle aire cérébrale. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est l'aire cérébrale qui a créé l'opération de la conscience ou c'est l'opération de la conscience qui a stimulé l'aire cérébrale et qui s'en est servi pour transducter, réceptionner, transducter? Vous voyez, qu'on appelle le matérialisme et donc balancé par le post-matérialisme, qui était un mouvement scientifique avec des méthodes scientifiques qui justement part du fait que la matière n'est pas première, mais la conscience est première. Et que peut-être même si on va jusqu'au bout, la matière n'est qu'un des états particuliers de la conscience, une fixation momentanée de la conscience. On a ce qu'on appelle l'idéalisme moniste ou l'idéalisme analytique, là ça va un peu loin, mais disons en tout cas, au moins le post-matérialiste dit la matière ne crée pas tout. Il y a vraiment un domaine où la conscience est indépendante de la matière, elle a ses propres règles de fonctionnement, ses propres lois, et on ne peut pas la réduire à la matière. Ce qui semble très logique au vu de ce qu'on connaît dans de nombreux domaines, notamment les expériences de mort imminente ou autres, et puis aussi ce qui semble très logique parce que on ne peut pas imaginer comment un cerveau, parce qu'on le secouerait, on le stimulerait avec une substance, des petits neurones comme ça qui n'ont jamais vu la vie en dehors de leur boîte crânienne, là, ils n'ont pas beaucoup voyagé, les pauvres, il serait capable de créer des mondes complètement cohérents qui existent ailleurs, dont la personne ne connaissait pas, mais qu'elle voit après qu'ils existent bien parce qu'elle les a rencontrés pendant son trip. Et puis elle fait des grandes prises de conscience majeures et tout. Je vois pas comment les petits neurones ensemble pourraient faire des prises de conscience. Si vous mettez 1000 personnes aveugles ensemble, mais vous pouvez en mettre 1 million ensemble, il n'y en a aucune qui viendra voyante, bien voyante, malgré ça, malgré le fait qu'elles sont nombreuses, parce que ça, c'est une des hypothèses. Plus il y a de cellules activées, plus on crée une émergence. Une émergence crée un changement de propriété, et donc de la matière, on passe à la conscience. Par l'opération du Saint-Esprit, amène le dieu de la matière a parlé. Non, c'est pas possible. Voilà, en gros, si on veut essayer de relier les études d'imagerie cérébrale lorsqu'on prend des psychédéliques, on provoque des états de conscience par des méthodes spirituelles sans substance, c'est le même phénomène à peu près. Il y a quelque chose du filtre, de la valve de réduction, disait Aldous Huxley. Et il y a quelque chose du filtre qui se lève et il y a quelque chose de la grande conscience d'origine ou bien de notre propre conscience ou de notre soi jungien, on pourrait dire, qui se connecte avec notre petit moi et qui lui apporte plein d'informations, d'énergie, de possibilités qu'il n'a pas à lui tout seul. Vous vous souvenez, on avait parlé de la modélisation possible de la conscience. Pour ma part, je vous avais parlé de mon histoire du cône et vous m'aviez dit oui, moi je la vois en spirale. Oui, oui. Mais est-ce que vous pourriez juste Oui, l'expliquer? ben ça c'est le modèle de Kastrup, hein, l'idéalisme analytique. Il avait écrit un livre qui s'appelle Why Materialism is Balloon. Pourquoi le matérialisme est absurde, voilà, en français. C'est c'est une forme d'idéalisme moniste où la conscience est première. Il montre effectivement qu'à partir de l'océan de la conscience universelle, l'océan infini, plat, calme et tout, se créent des petits tourbillons suite à des intentions de la grande conscience ou suite au fait que la conscience ne peut devenir consciente d'elle-même en entrant dans la dualité. Si tout était tiède, il n'y aurait pas de chaud et de froid. Donc, pour avoir une notion de température, il faut qu'il y ait des différences de température. Et tout est comme ça. Euh, Tout a besoin de son opposé ou bien du différent pour devenir un objet de conscience. On va dire en gros, paradoxalement, le grand champ de conscience universelle d'où tout semble issu, il n'est pas conscient de lui-même. S'il bouge pas, s'il est sans mouvement, s'il est calme, s'il n'éprouve pas le besoin de créer quelque chose, et que tout n'est que lui autour de lui, c'est comme si vous étiez amnésique complet dans un question d'isolation sensorielle absolument parfait. Vous n'avez plus aucune input sensorielle, vous êtes plus que conscience pure, plus que je, mais tellement pur et tellement je avec un J majuscule, je suis celui qui est, qu'il n'y a plus rien d'autre que vous, donc il n'y a plus rien d'autre. C'est paradoxal, mais le champ de conscience n'est pas conscient de lui tant qu'il ne s'est pas particularisé, isolé de lui-même, dissocié de lui-même, et qu'il peut se contempler comme dans un miroir, on contemple son reflet. On a besoin d'un miroir, on ne peut pas contempler notre propre visage, on a besoin de quelque chose qui le reflète. Ben, la matière, reflète la petite conscience et la grande conscience. Et se reflète à elle. C'est la conscience qui se reflète à elle-même comme une vague. Si on prend sur la métaphore de l'océan qui serait la grande conscience, et une vague qui serait la petite conscience individuelle, à la fois elle va sur l'extérieur, mais elle se replie sur elle-même, elle peut se contempler comme ça, dans un jeu de miroir. Et ben dans le cône du tourbillon, la pointe du cône, c'est vraiment là où la conscience transpersonnelle, la conscience, c'est le plus perdu, c'est le plus, a plus été attiré par le cône de la matière, a le plus été happée dans un jeu de labyrinthe, est coupée de ses propres capacités, elle ne sait plus qui elle est vraiment. Elle a oublié ses origines et ses potentiels. Donc, au fond du tourbillon, les parois sont plus rapprochées comme ça,
Et donc, si on imagine que cet effet de mercure, de liquide réfléchissant, ce qui se passe, tout se reflète à l'intérieur, comme des, vous savez, quand on met des miroirs en face à face, puis ils se reflètent infiniment comme ça, quoi. Donc je pense que je pense que je pense que je pense, et je pense que je pense que je pense que je pense, et ça, enfin, ça n'arrête pas. Et c'est seulement quand on remonte vers la partie évasée, puis qu'on revient à l'océan primitif, que là, on recapte les propriétés de la grande conscience. Dans le livre L'éveil psychédélique, j'ai modélisé en 6 niveaux de la conscience. Le niveau au centre, c'était le niveau habituel, réduit, quoi. Puis plus on s'éloignait du centre, plus ça devenait un état élargi, et on passait du personnel conscient du monde extérieur au personnel inconscient, plus au parapsychologique, plus au transpersonnel, plus au spirituel, oui, au spirituel, plus au mystique. Chaque étape étant une traversée, un élargissement. Et ben, je dis aux gens, voilà, maintenant, si on met cette chose à plat, là, que je vous montre, ces 6 cercles concentriques, si on les met de profil, ben, regardez, imaginez que ce soit un tourbillon. C'est-à-dire que ce que vous voyez du dessus, en fait, c'est un tourbillon. Je vous le mets comme ça. Ah oui, donc la zone 1, la zone qui était au centre, là, ici, c'est la pointe du tourbillon. Puis plus on s'écarte du centre, plus on remonte le tourbillon. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est à peu près clair ce que je dis? Ouais. Oh oui. D'accord, d'accord. Donc voilà, et donc c'est un modèle qui est très très utile, le tourbillon de Castrup. Moi, c'est comme ça que j'appelle maintenant. Et c'est pas étonnant. Moi, j'ai déjà vu d'autres personnes que vous qui font référence sans même savoir qu'il y en a d'autres qui l'utilisent pour modéliser. C'est incroyable parce que moi, je l'avais modélisé avec une expérience personnelle sur la forme d'un cône. Et en parlant Ouais. avec vous, voilà, je ne connaissais pas ce tourbillon. Ces recherches que vous avez faites, ce que vous venez de m'expliquer là justement avec ces différents états, je vais appeler ça comme ça, est-ce que vous pourriez dire que c'est une cartographie de la conscience ou vous pourriez ajouter d'autres choses? Alors, on peut toujours ajouter quelque chose, et toute cartographie, par définition, devient obsolète et fausse un jour grâce aux efforts de ceux qui ont succédé, qui l'ont utilisé, puis qui en ont vu les failles, les grossièretés, les erreurs. Disons que moi, plusieurs personnes m'ont dit que ça les aidait à se repérer dans les états élargis, d'avoir un peu une idée de la progression, une idée de où ils peuvent en être, de ce à quoi ils peuvent s'attendre quand ils sont dans tel ou tel état. Il y a des gens qui utilisaient, mais sans le dire. Par exemple, chacune des phases, chacun des cercles concentriques, ils en faisaient l'objet d'un chapitre dans leur livre. Et donc, je me dis, tiens, c'est marrant, ils ont regroupé comme moi, et ils n'ont pas pensé à le mettre sous forme schématique, dynamique, etc. Donc, ça m'a encouragé à faire ce modèle, de dire, voilà, je ne suis pas le seul à l'imaginer dans mon coin avec une sorte d'idiosyncrasie, c'est-à-dire, c'est comme une hallucination qui est personnelle qu'à la personne qui la vit, personne n'a la même hallucination, quoi. Du moment que ça devient commun, ça peut être intéressant. C'est intéressant parce qu'en plus, c'est presque la preuve de cette espèce de conscience élargie dans Oui. laquelle nous pourrions avoir des... Voilà, exactement. Donc, vous voyez le tourbillon ici, mais on pourrait le voir par-dessus avec ça qui est au centre, et puis les cercles concentriques, si on regarde par-dessus là, on verrait ces cercles concentriques. Le stade 1, c'est le plus proche de l'ego Mm. habituel, et plus on monte, plus on se rapproche de la conscience universelle qui est représentée là par cette étendue d'eau, parce que là c'est un carré d'eau, on va dire. Ça c'est le modèle en 6 niveaux, vous voyez, avec au niveau au centre, etc. Ça c'est la pointe du tourbillon vue comme ça, vous voyez, si on regarde par-dessus comme ça. Ouais. Voilà, bon. Bah, ça, c'était dans le livre Dans l'éveil psychédélique. L'éveil psychédélique, ouais. L'article, enfin le dossier sera sur les thérapies psychédéliques. J'avais noté sur quoi elles pouvaient agir, ces thérapies, quels étaient les traitements efficaces en fait. Ça pouvait être des pathologies très très variées, comme les dépressions sévères, comme des douleurs physiques, comme des stress post-traumatiques, ce que vous avez dit tout à l'heure, l'addiction, dont Les l'alcool. addictions, ouais, tout à fait. Mais aussi, quand même, maintenant, ça devient de plus en plus clair, les troubles obsessionnels compulsifs et certains troubles du comportement alimentaire, certains troubles anxieux généralisés et certaines phobies sociales chez l'autiste. Et pour la MDMA, les thérapies de couple ou les thérapies familiales assistées par MDMA. Par contre, les derniers que je vous ai dit sont pas encore prouvés par la recherche, mais il y a de fortes convergences et indications, et aussi des vécus personnels ou d'expériences d'autres personnes qui vont vraiment dans le sens là. Donc ça reste des domaines, ça reste un domaine en expansion pour la recherche. On est loin d'avoir testé toutes les psychologies et toutes les pathologies avec les psychédéliques. A priori, tout ce qui est allergie de la conscience est bon pour le psychisme, parce que tous les problèmes qui surviennent dans un état de conscience rétréci peuvent être résolus ou transformés si on passe à un niveau de conscience supérieur à celui dans lequel s'est créé le problème. Donc, a priori, tous les problèmes psychologiques pourraient être bénéficier des psychédéliques, et même les problèmes physiques, tous. Hmm. Pourquoi? Parce que la conscience, c'est ce qu'on appelle la vie, VIE. C'est un acronyme qui veut dire vibration, information,
énergie. La conscience, elle est négantropique, c'est-à-dire qu'elle est capable de remettre de l'information et de la cohérence dans des systèmes qui en perdent. Donc, elle est probiotique. Probiotique, ça veut dire, elle Obi. amène voilà, de la vie. Les psychédéliques, chaque fois que ça a été testé, ont montré des capacités anti-inflammatoires, anticancéreuses, stimulantes de l'immunité et stimulantes de la neurogénèse, c'est-à-dire du développement des neurones, et anti-neurodégénérescence, anti-Alzheimer et anti-Parkinson. Donc, à la limite, on pourrait dire les psychiques conviennent à toutes les pathologies chez tout le monde. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. Ça pourrait correspondre à toutes les pathologies, mais pas forcément chez tout le monde. C'est un peu comme quand on dit est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a qui, pour une raison ou une autre, auront des blocages psychologiques, énergétiques, physiques, ou tout ne peut pas convenir à, enfin, quelque chose ne peut pas convenir à tout le monde, hein, quoi que ce soit. Donc, il y en a qui en profiteront pas, mais potentiellement, on va dire, dans l'absolu, toutes les pathologies mentales qui manquent d'introspection, qui manquent de détachement, qui auraient besoin d'aller chercher des ressources ailleurs que dans le petit moi, qui de toute façon ne les a pas, les ressources. Il est trop petit pour ça, il faut plus grand pour l'aider. Donc tout pourrait bénéficier. Mais c'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a des pathologies qui ont été très bien testées et qui font que les psychédéliques vont sortir de leur boîte pour pouvoir être utilisés en thérapie par des médecins qui auront le droit de prescrire au départ. C'est la MDMA pour la ecstasy pour les troubles post-traumatiques. C'est la psilocybine, donc issue des champignons de psilocybine, et la kétamine pour les dépressions résistantes aux traitements antidépresseurs et pour la kétamine pour les dépressions suicidogènes. Et puis, c'est toutes les toxicomanies, qui là, tous les psychédéliques sont efficaces pratiquement dans les toxicomanies. Je dis pratiquement, mais je suis sûr qu'ils le sont tous, mais tous n'ont pas encore été testés. Mais l'ayahuasca a été testé, l'iboga a été testé, le LSD a été testé, la kétamine a été testée, la psilocybine a été testée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En partie, un peu dans les cactus, la mescaline a été testée. Donc, et je pense qu'on pourrait tous les tester, ils aboutiraient aux mêmes choses. Parce que ça libère la conscience de ces conditionnements. Par la conscience qu'ils amènent, on prend conscience d'eux. On n'est plus dans le problème, c'est le problème qui est en nous. C'est-à-dire que notre conscience est plus large que le problème. Quand on est aidant, on est en prison. On en sort, on le voit de plus haut, de différent, et là on comprend et on peut s'en détacher. C'est pratique hein, d'avoir une caméra, parce que pendant que je parle, je peux en même temps illustrer avec mes mains les différents mouvements. Ça peut aider à comprendre. Donc, bien sûr, les addictions sont des grands. Alors, c'est le paradoxe, parce que justement, on les interdit en disant, ouais, mais Ouais. ça rend drogué, les gens peuvent plus s'en passer. Non, c'est du paradis artificiel. Ah, pas du tout. Parce que les expériences peuvent être difficiles. Ce sont des super thérapies. Or, en thérapie normale, en psychothérapie normale, il y a des moments difficiles. Il faut battre le fer quand il est chaud. Et on ne peut pas traiter quelque chose qui reste enfoui dans les profondeurs. Il faut le faire remonter à la surface. Donc, il y a des moments durs dans une psychothérapie. Et bien là, avec les psychiques, il y a des moments qui peuvent être durs, mais qui sont nécessaires, qui sont salvateurs, qui s'avèrent efficaces et utiles à long terme après la séance, quoi. Enfin, je veux dire, pas tout de suite, sur le moment où on souffre. Mais donc, c'est pas des paradis artificiels. Il y a effectivement des moments paradisiaques ou des moments extatiques, mais c'est loin d'être la majorité, et surtout, ça survient souvent après une descente aux enfers avant de remonter au paradis, comme on dirait une catabase avant de faire une nabase en termes mythologiques. D'où la Qu'on peut nécessité d'un accompagnement. totalement, ah bah évidemment, Ouais, évidemment. De toute un façon, bon accompagnement. nécessaire pour la thérapie, c'est nécessaire. Oui. C'est rare qu'on fasse une psychothérapie sans psychothérapeute. Ou alors ça peut être une autothérapie, ça existe, mais bon, ça c'est limite, il y a peu de gens qui font ça. Et même quand vous faites ça de manière récréative, pourquoi pas? Après, vous pouvez avoir des mauvaises surprises, mais bon. Il faut toujours qu'il y ait une personne sobre, qu'on appelle le sitter, l'accompagnant, mais là, qui n'est pas médicalisé ou qui n'est pas forcément un psychothérapeute. Mais en tout cas, quelqu'un qui sait à peu près, qui a déjà vécu l'expérience de psychique, qui sait à quoi s'attendre dans les réactions des gens, et qui sera là pour gérer les urgences physiologiques, si la personne a besoin d'aller aux toilettes, ou si quelqu'un sonne à la porte, ou je sais pas, je dis n'importe quoi, et s'il y a un incendie dans l'immeuble dans lequel vous êtes, pour gérer la réalité à votre place, parce que vous êtes plus capable de le faire, et qui saura ou les paroles rassurantes, les gestes rassurants pour atténuer les moments difficiles. Au moins là, il faut un sitter, quoi. Ça, c'est la précaution de base. Après, il y a des gens très expérimentés qui se permettent de faire des voyages seuls, mais il faut vraiment être très expérimenté, bien connaître la substance, être sûr de son dosage, avoir quand même quelqu'un qui est prévenu que vous ferez ça et que peut-être il faut qu'il vous appelle au bout de 2 heures ou de tant d'heures après que l'effet soit passé pour vérifier que tout s'est bien passé ou un point de chute après la séance pour aller vous reposer ou vous faire cajoler si vous avez besoin, je sais pas, mais dans ces cas-là, c'est comme toujours bien de s'entourer d'un minimum de précautions c'est du bon sens, hein, c'est pas... Là, ça me fait penser à nous, les Occidentaux, et au fait que certaines personnes vont le prendre d'une manière récréative, d'autres personnes vont le suivre donc pas en France, mais avec une psychothérapie. Certains peuples utilisent ces plantes Bien sûr, que vous avez décrites plurimillénaire, oui, elles-mêmes, plurimillénaire. Hmm. plurimillénaires,
Donc ces plantes entéogènes, l'ayahuasca et d'autres, les Donc là, ouais, cactus, l'iboga. cactus. J'avais cru comprendre, alors je ne connais pas très bien encore ce domaine-là, je vais écrire un article sur le chamanisme aussi. Je ne connais pas encore très très bien, mais il m'a semblé que c'est que les chamans hommes, femmes, médecine, qu'on appelle chaman, bon bref, peu importe l'origine du nom, on les appelle comme ça d'une manière générale, en tout cas en France. Il m'avait semblé que ces chamans, c'était eux qui prenaient ces substances parce qu'ils avaient une connaissance Ah oui. de ces différents plans de conscience, de ces voyages qu'ils pouvaient faire, et que la personne qui demandait de l'aide ne la prenait pas. Oui. On Alors, voit, il y a un oui, débat en Occident aussi, hein. Il y il y a a un un débat. débat, Il y a d'accord. un débat il y a des thérapeutes qui disent, alors non seulement c'est bien que les accompagnants, futurs accompagnants dans les thérapies reconnues aient fait l'expérience personnellement de la substance, c'est la moindre des choses. Ça Mm. n'est pas encore évident. Il y en a encore qui disent, oh, mais il n'y a pas d'études qui prouvent que c'est utile. Ah, c'est comme si un moniteur d'auto-école n'avait jamais conduit de sa vie, puis qu'il disait, ah, il n'y a pas d'études qui prouvent qu'il faut que les moniteurs d'auto-école sachent conduire pour accompagner les autres. Bah si, du bon sens, du bon sens. Ah là. Il y en a vraiment, il faudrait tout prouver, quoi. Il faut prouver que vous aimez votre femme, alors on va faire des études de l'ocytocine, puis la pression artérielle en face de votre femme pour être sûr que vous avez bien les bonnes constantes physiologiques. Bah, arrêtez les gars, ça se sait, ça se sent. Il y a un moment, arrêtez que la science pour rien. C'est évident qu'il faut que la personne ait fait l'expérience personnelle de la substance avec laquelle elle va accompagner. Voilà. Par contre, là où il y a débat, et on peut comprendre qu'il y ait débat, c'est qu'il y en a qui disent non, mais c'est bien que l'accompagnant prenne une petite dose de psychédélique, surtout s'il a l'habitude, et surtout si c'est une petite dose. Comme ça le mettra en résonance avec celui qui prend la substance. Ça ouvrira ses propres portes de la perception. Et avec sa conscience plus large, il pourra encore mieux aider la personne. Bon, c'est vrai que si la personne a vraiment l'habitude de la substance, qu'elle le prend en petite dose et qu'elle sait accompagner, ça peut être un plus, pourquoi pas? Et il y en a qui vont dire non, c'est trop chaud, c'est trop. Autant prendre aucun risque, quoi. On est là pour la personne, on est capable de la suivre en état normal de conscience et de toute façon, c'est interdit de le faire. Alors, donc, on va pas le faire. Oui, alors, et par contre, les chamans, oui, alors eux, c'est dans leur culture, eux, ils l'utilisent, bien sûr, parce que ils vont guider la personne. Alors, ils peuvent l'utiliser tout seuls. Et paradoxalement, les patients ne prennent pas. C'est le Oui, chaman c'est qui, ça, grâce à la substance, va chercher les esprits, va chercher les ressources et les c'est ramener. ça. Mm. Soit ils les prennent tous en groupe, par exemple au Pérou, vous pouvez prendre dans des malocas, des grandes cases, à plusieurs, dans un groupe de l'ayahuasca, et puis il y a un chaman qui en prend, autant que vous, sinon, mais peut-être pas autant que vous, un peu moins, parce qu'ils ont tellement l'habitude qu'ils n'ont même pas besoin de l'ayahuasca pour recréer la connexion avec la plante par des moyens énergétiques, des voyages en esprit. Donc ils sont capables d'utiliser l'esprit de la plante sans prendre la plante, presque. Mais bon, ils en prennent un peu, et là, les participants en prennent aussi. Et il y a une interaction encore plus forte entre chaman et participant, puisque tout le monde a pris la même Vous avez substance. pu constater la différence entre les conséquences finalement selon les diverses thérapies, c'est-à-dire avec les plantes, avec des substances chimiques, avec des expériences qui sont personnelles et non induites. Est-ce que vous voyez une différence en termes d'intensité, Ah bah c'est en sûr. termes de... Dès on utilise des méthodes qui mettent au repos le réseau mode par défaut, ce fameux réseau qui inhibe en général certains processus, qui est un peu une sorte de surmoi, l'équivalent, mais c'est une métaphore, hein, c'est pas du tout une réalité. La surmoi qui serait là pour contrôler, puis empêcher certaines aires de se mettre ensemble pour jouer et créer. Bref, donc pour rester dans les rails de la réalité ordinaire. Donc dès qu'on déconnecte ou que désactive cette structure, à ce moment-là, oui, tous les phénomènes sont possibles de conscience élargie, les phénomènes paranormaux, les phénomènes transpersonnels, les phénomènes spirituels, etc. Tous, et quelles que soient les méthodes. C'est-à-dire, tout ce que peut faire, par exemple, la méditation, les psychiques peuvent le faire. Et tout ce que peuvent faire les psychiques, la méditation peut le faire. Sauf que ça sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense, à une fréquence beaucoup plus élevée avec les psychédéliques que sans. Si vous voulez, vous pouvez faire 10 ans de méditation et vous obtenez quelque chose que vous obtenez avec un psychédélique en première prise. Vous voyez? Vous pouvez obtenir un état mystique de grâce avec un psychique que selon les études, entre 60 et 80% des cas, lorsque vous recherchez à haute dose, dans un contexte favorable, 70 à 80% des gens qui font une expérience mystique. Hein. Ce n'est pas 70 à 80% des gens qui font une expérience mystique naturelle par la grâce. C'est beaucoup moins, on est bien d'accord. Donc les psychiques favorisent, accélèrent, intensifient. Après, c'est justement parce qu'ils font ça que les gens sont peut-être pas prêts. Mon ami Stéphane Schillinger, avec lequel on a fini un livre qui va se paraître en janvier chez Très Daniel qui s'appellera Les psychédéliques de points entre science et spiritualité. Stéphane Schillinger utilise souvent cette métaphore. Il dit les méthodes spirituelles, c'est le chemin. Les psychédéliques, c'est le sommet de la montagne.
Si on vous fait faire le chemin pendant toute votre vie, puis si vous atteignez jamais le sommet, il y a quelque chose de frustrant, quoi. Par contre, si on vous met tout de suite au sommet, alors que vous n'avez même pas appris comment marcher en montagne, et puis que vous n'avez même pas fait le chemin, vous allez retrouver là, mais vous n'allez pas comprendre ce que vous faites. Il dit, c'est l'exemple, c'est comme si un gamin de 4 ans ou de 3 ans, on le prend, on l'emmène en hélicoptère au sommet du Mont Blanc, il est tout tremblant, il a froid, et il se dit, c'est quoi ce truc-là? Il peut pas apprécier. Il sait pas ce que c'est même il n'a pas la carte de lecture pour savoir à quoi correspond ce sommet. Il peut pas le Ouais. trouver beau. Il n'a pas fait l'effort par des chemins et des sentiers qu'il connaît pas. Donc il peut pas se dire ah j'ai bien fait de marcher et tout. Donc vous voyez, c'est un peu comme ça si on catapulte quelqu'un très haut sans qu'il ait la connaissance qui va avec et la reconnaissance, je pourrais dire même qui va avec, et sans qu'il puisse interpréter ça dans un canevas qui lui permet de faire une véritable expérience transformatrice intégratrice, il va pas en tirer parti. Donc c'est bien d'avoir les deux. La prise d'un psychédélique et la hauteur qu'on atteint n'est pas l'équivalent d'une vie spirituelle, c'est une expérience spirituelle. C'est la différence entre un état qui est temporaire et un trait, TRAIT, un trait de personnalité qui lui est stable. On ne peut pas habiter dans des pics sans arrêt. On peut pas habiter toujours dans la verticalisation. Il faut aussi horizontaliser, ramener ça à la vie quotidienne. Donc intégrer ce qu'on a appris en haut dans la vie d'en bas. J'aimerais bien connaître la différence entre finalement des états induits avec substances chimiques des états induits avec un chaman ou je ne sais pas, avec des plantes. On peut tout vivre, que ce soit avec psychédélique ou sans psychédélique, sauf que c'est plus rapide, mais aussi ça demande plus de travail derrière d'intégration parce qu'on a abouti à des choses Ça. très rapides. C'est comme quand vous prenez l'avion. Quand vous prenez l'avion, vous arrivez tout de suite à destination, mais vous n'avez pas vu ce qu'il y avait sur le chemin. Vous n'êtes pas passé par des petits sentiers avec des fleurs, des papillons et tout. Puis une fois que vous êtes dans l'avion, vous ne pouvez plus descendre. Vous pouvez dire, ah non, mais je m'arrête là, s'il vous plaît, vous pouvez ouvrir le hublot. Non, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout, ça vous entraîne. Il n'y a pas de possibilité de jouer avec l'arrêt, la pause, et puis de goûter à faible intensité les choses, puis de repartir, comme c'est le cas avec les méthodes spirituelles sans psychédéliques. Donc, vous voyez, les psychédéliques vous permettent plus, mais attention, il faut avoir les choses qui vont avec le plus pour que ça soit gérable et intégrable. Voilà. D'accord. Alors, les chamans, les substances, vous disiez les plantes, les substances, ben, les plantes et les substances, vous parlez des psychédéliques modernes, genre le LSD, la psilocybine, c'est ça que vous voulez Oui, je dire? voulais voir s'il y avait une différence en termes de d'efficacité, de vécu, ce genre de Ah choses. ben, les chamans, ce sont des super accompagnants qui vous accompagnent non seulement dans le monde physique, mais dans les mondes non visibles et qui travaillent avec des esprits alliés, des consciences alliées, on pourrait dire. Donc Hmm. effectivement, il faut un travail à un certain niveau dans ce qu'on appelle le monde du rêve ou encore plus haut dans le monde de l'esprit. Il faut un travail fabuleux, mais ils vont pas s'occuper de l'intégration psychologique dans les peuples traditionnels. C'est-à-dire que euh, les chamans modernes actuels, ils tiennent compte du fait que vous êtes un occidental, ils ont une carte de lecture du monde qui est proche de la vôtre, et ils savent ensuite reprendre sous des termes psychologiques ce que vous avez vécu. Alors que les vrais chamans traditionnels, ils s'en foutent de la psychologie, c'est pas leur truc. Eux, c'est comment acquérir du pouvoir, de la puissance grâce aux énergies, aux informations tirées des voyages, avec ou sans psychédélique et avec les esprits alliés, de toute façon, à chaque fois. Eux, leur vrai psychédélique intérieur sont les esprits alliés, qui leur donnent force et intelligence et qui les aident dans D'accord. leur voyage et dans leur quête. Ça, c'est leur vraie drogue intérieure. C'est des sources d'information et d'énergie, les esprits qui sont, comment dirais-je, incomparables avec ce qu'on fait en Occident. En Occident, il y a certains singes ou simulent font un simulacre de chamanisme, c'est du chamanisme folklorique. Ils ont fait quelques stages et ils pensent être chaman ou ils imitent ce que fait un chaman, mais le chaman, on ne voit pas ce qu'il fait, c'est très intérieur. On le voit à la fin, parce que ce qui est à l'intérieur ou ce qui est dans d'autres mondes, monde du rêve, monde de l'esprit, devient patent dans le monde de la réalité, mais on le voit à la fin, on n'a pas vu comment il aboutit. Donc il y a une grosse différence. De même que les substances, par exemple les substances utilisées dans un contexte chamanique de manière plurimillénaire, ont un égrégore, c'est-à-dire qu'elles développent un cloud, un nuage d'informations qui mémorise tout ce qui s'est passé avec elle. Et donc, les plantes, genre iboga, ayahuasca, champignons à psilocybine, cactus à mescaline, elles ont des gros égrégores très chargés énergétiquement et informationnellement. Donc, quand vous reliez à ça, c'est comme si vous branchez sur du 200 000 volts, quoi. Alors que les substances de nos contrées, genre le LSD ou la MDMA, etc., sont moins chargées, on va dire. C'est pas les mêmes phénomènes non plus. On travaille un peu moins avec les esprits. Enfin, on peut travailler avec les esprits avec le LSD. Attention, avec tout élargisseur de conscience, on peut aller dans des mondes parallèles, contacter des êtres conscients qui habitent ces mondes et faire des conversations ou des échanges d'informations ou même des deals avec eux. Pourquoi pas? Il y en a qui savent le faire, ça.
mais c'est pas ce qui est habituellement recherché de prime abord dans les protocoles cliniques, hein. Les protocoles cliniques, on est très pratico-pratique, hein. Il y a une échelle dépression MADRS qui est à 32, il faut qu'elle descende à 18, et puis si c'est le cas, puis s'il y a plus de patients qui sont descendus que sous placebo avec cette échelle, c'est que le truc est efficace. Et là, on cherche pas à dire on va favoriser les rapports avec des esprits qui vont venir nous aider pour guérir, hein. Vous diriez ça, par contre, les chamans, ils ont un savoir-faire de l'accompagnement, des rituels, des facilitateurs d'expérience, qui pourraient être importables, certains, dans nos thérapies, dans notre mode d'accompagnement. Ce serait un peu des thérapies hybrides, chamanico-modernes. On importerait ce qui serait intégrable, digérable, digestible par notre système de pensée occidental. Puis il y a certaines choses qu'on n'intégrera pas. Je pense pas que dans les cliniques, on va apprendre aux gens à travailler avec les esprits. Alors que le type qui apprend l'ayahuasca en Amazonie, il apprend que ça, que travailler avec l'esprit de la plante. C'est que ça, c'est l'esprit qui lui enseigne. Et c'est l'esprit des autres plantes qui lui enseigne encore d'autres choses. Lui, c'est que avec les esprits. Oui, alors, c'est l'inverse le point de départ, hein. C'est vrai. Après, les deux, grâce à la substance, de toute façon, elle est assez pluripotentielle quand c'est des plantes comme ça, maîtresses, des plantes majeures. Elles sont assez pluripotentielles pour travailler à différents niveaux, physique, énergétique, émotionnel, psychique et spirituel. Donc même si le soignant s'intéresse qu'au côté physique, énergétique ou physique, émotionnel, ça sera déjà pas mal, elle fera un effet. Mais par contre, effectivement, dans le cas de chamanique, c'est tout de suite au niveau spirituel. Rétablir l'équilibre et l'harmonie entre différents plans, entre le sujet à l'intérieur de lui-même, avec les autres, avec le monde, ou entre différents mondes. Donc tout ça, c'est un travail d'équilibriste et d'artiste qu'on ne Donc, sait pas faire. Mais par la- contre, il y a des choses il y a des choses, excusez-moi, qu'on peut non, utiliser non. hein, pour accompagner, comme par exemple le tambour chamanique. On peut apprendre comme petit à petit à utiliser le tambour, les chants, les danses, rattle, les hochets, la chamanique et tout ça, les bols tibétains. Après, pas pour faire semblant, hein, pas pour jouer au guérisseur, mais parce que c'est vrai que c'est assez facile d'emploi. Et puis, quand on se laisse aller avec l'intuition, puis avec l'appui de la substance, si en plus vous en prenez quand vous accompagnez, il y a des choses qui sont enseignées, qui vous sont enseignées. Donc vous pouvez accompagner aussi de manière un peu plus chamanique, entre guillemets, hein, On sans est vouloir d'accord. imiter les vrais, quoi. C'est Mm. juste, ça vient avec la substance. Oui, puis un chaman, on va dire que c'est quelqu'un qui a fait ses propres études de chaman, en quelque Ah bah, sorte. puis dès l'enfance, il est choisi, puis il subit des épreuves, et puis oh là là, c'est tout un parcours que n'ont pas les Occidentaux. Et il y a des gens comme par exemple Yann Kounen, hein, il a écrit plusieurs livres, il vient de sortir une bande dessinée où il reflète dans cette bande dessinée les visuels, quoi, les visions qu'il a eues dans ses expériences et le chemin qu'il a fait. Et lui, on peut dire que au bout de 25 ans et je sais plus s'il dit 300 voyages, plus 300, 400, je sais plus. Voilà, donc c'est pas le petit gars qui va faire 2, 3 séjours dans la jungle, qui revient, j'ai vu les chamans, je suis chaman, quoi. Même lui, il est très modeste et très humble, mais ce sont des gens comme ça qui éventuellement pourraient ensuite se voir transmis des sagesses de guérison, des pouvoirs de guérison par les chamans, parce qu'ils ont vomi, je sais pas combien de litres de l'AOHK, ils ont vomi je sais pas combien de tonnes de douleurs mentales et psychiques, de noirceur, de désespoir, de peur de la mort, et puis en même temps, ils ont en même temps bénéficié de la lumière, et de la vie et des serpents et de tout ce qui est avec l'ayahuasca. Oui, ces gens-là pourraient éventuellement commencer à dire que il y aurait des passerelles à faire, mais ils sont très peu, ils sont très très peu, hein. Les gens qui font ça humblement et honnêtement, faut se méfier de ceux qui vont vous dire au bout d'un an seulement de connaissance d'ayahuasca que ça y est, ils sont devenus guérisseurs, quoi. Bah, après, pourquoi pas? Je veux dire, on peut jamais dire jamais. Il y a toute règle a ses exceptions. Mais voilà, quoi, il y a comme. Est-ce qu'il y a un impact en fonction de l'accompagnant, du thérapeute? Ah bah, l'accompagnant joue beaucoup, bien sûr. Mm. L'accompagnant et la relation thérapeutique, c'est-à-dire s'il a su mettre en confiance et en Au-delà de sécurité ça, son hein, c'est patient. Ah, vraiment. Oui, oui, je comprends bien. C'est vrai ah que vous avez d'accord. raison de commencer par ça, la relation de confiance Oui, thérapeutique et de sécurité, la mise en place du cadre, cadre, voilà, sainteté. du lien. Mais au-delà de ça, est-ce que la conscience, Ah bah c'était oui, ça qu'il y avait dans ma tête, bien la sûr. conscience du thérapeute a une influence sur le Bah, vécu? bien sûr, bien sûr. Elle a une influence même sans parole. Oui, c'était ma question. Même sans parole. C'est un champ de conscience qui entoure, qui borde le processus thérapeutique et qui facilite ou au contraire inhibe certains processus en fonction du niveau d'élargissement de la conscience. D'ailleurs, quand des patients se mettent en élargissement de conscience grâce à la substance, enfin, nous, avant, on faisait des accompagnements avec ma compagne, avec Marie Dulrifard, on faisait des accompagnements, maintenant, on n'en fait plus, mais quand on en faisait, on en a fait un certain nombre, on sentait, même quand on n'avait pas pris de substance pour accompagner, on sentait les gens, leur champ de conscience, ça nous mettait nous-mêmes en état élargi de conscience, quoi, sans prendre de substance.
On sentait le LSD, si quelqu'un prend du LSD auprès de nous, même qu'on le sentait, quoi. Enfin, ça nous mettait tout de suite, on a l'impression d'en avoir pris, quoi. Peut-être même parfois plus que la personne qu'on avait pris. Ah ouais. Donc oui, oui, oui. Et puis sans compter l'élargissement de la conscience liée à la substance, il y a aussi les gens qui sont en conscience élargie, qui sont capables d'une disponibilité attentive et d'un calme intérieur qui sont comme une sorte de méditation, de mindfulness, de pleine conscience. Et là, ça agit sur la personne, je vous dis, sans qu'on ait besoin de lui parler ou de la toucher. Elle est touchée par ce champ qui est à côté d'elle, CHAMP. C'est un contact d'inconscient à inconscient. En hypnose aussi, on trouve ça. Il y a un contact d'inconscient à inconscient. Et quand vous savez vous mettre en auto-hypnose en même temps que vous accompagnez quelqu'un, vous êtes beaucoup plus, j'allais dire efficace, mais si j'aime pas trop ce mot-là, mais pertinent que si vous faites ça. Alors, il faut dire, c'est quoi déjà plus ah oui, levez s'il vous plaît la main droite, dit je jure. Non, c'est pas ça. Euh, donc, votre corps est de plus en plus lourd. Euh, Non, ça marche pas, ça. Ah si, mais ça me provoque autre chose. Aussi, ouais. Ah oui, aussi, on pourrait le faire exprès pour créer une résistance et ça serait une méthode hypnotique Et qui là, on travaille y sur la va. résistance. Ouais, ah ouais, non, mais c'est sûr qu'on peut faire ça aussi, hein. Et réduire l'action des psychédéliques à ces mécanismes biologiques. Oui, il y en a qui cherchent à faire ça, ouais, tout Ouais, à fait. voilà. C'est ce que Notamment avec ce qu'on appelle la psychoplastogénèse. C'est-à-dire, il dit, voilà, mais en fait, on sait ce que c'est, le mécanisme. C'est que ça favorise la croissance des neurones et les connexions entre les neurones, les synapses, les dendrites, et que du coup, comme les neurones se multiplient et tout, ben, ils vont prendre conscience. Alors, c'est ça, moi, qui est surtout. Admettons, on en met 1000 ensemble de neurones, 1000 fois plus. Ça ne les rend pas plus intelligents chacun. Ils vont pas prendre conscience. Je veux dire, on met 1000 aveugles, il n'y en a pas un qui va devenir bien voyant. Ils resteront tous aveugles, même si on en met ouais, 100 000 ensemble. Donc ça sert à rien de faire croître les aveugles pour trouver la vue. Ça sert à rien. Ce que je veux dire, c'est que les neurones, ils sont limités. Donc la neurogénèse ne fait qu'accompagner les mouvements de la conscience. Plus il y a de conscience qui traverse, plus il y a des grands champs de conscience qui traversent la petite conscience individuelle et qui mobilisent le cerveau, plus les neurones se développent. On va dire les neurones répondent à l'arrivée de la conscience. C'est une adaptation du cerveau qui fait, oh là là, les gars, il faut canaliser une nouvelle entrée d'énergie. Venez vite, mettez des tuyaux là aussi, venez, mettez des moteurs, ça va cracher là. Voilà, effectivement, il y a une neurogénèse. Chaque fois qu'il y a une expérience mystique, il y a une neurogénèse. Et plus il y a l'expérience est mystique et spirituelle, plus il y a une neurogénèse. Ils n'ont jamais trouvé une expérience mystique sans neurogénèse. Il y a tout un courant très matérialiste qui dit, oh là là, les psychédéliques, l'expérience subjective aiguë, c'est-à-dire transpersonnelle spirituelle, c'est un effet secondaire gênant. Il faut absolument l'éliminer. Et quand on aura des substances issues des psychédéliques, mais qui n'auront plus ces capacités visionnaires ou transformatives, etc., qui n'auront plus que l'effet biologique, alors ça sera bien mieux pour tout le monde. Et ouais, les gars, mais le problème, c'est que vous aurez perdu l'effet thérapeutique, ou en tout cas une partie essentielle de l'effet thérapeutique. C'est exactement la même chose de la kétamine. La kétamine dit, oh, c'est un dissociatif, un essence dissociatif. Oh, c'est pas beau la dissociation. Bouh, faut absolument l'éliminer. Alors qu'il y a une dissociation tout à fait saine, tout à fait nécessaire, non défensive, qui va permettre d'abord de se distancer, puis ensuite de se réassocier différemment avec d'autres champs de conscience. Donc, c'est dissociation, association, mais ils oublient de dire qu'il y a dissociation après derrière. Et ils font l'équivalent de dissociatif avec psychose. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la psychose, les gars. Arrêtez, vous connaissez rien au truc. Moi, je suis psychiatre. Arrêtez de n'importe quoi, quoi. Et oui, alors voilà, ils oui, veulent que la kétamine soit utilisée comme neuroplastogénétique, que de la psychoplastogénétique. D'ailleurs, quand ils disent psychoplastogénèse, ils se trompent. Ils devraient dire neuroplastogénèse. Parce que neuro, c'est pas psycho. Ils se trompent de niveau. Ils font équivaloir le neuro-psycho. Non, il y a une neuroplastogénèse, c'est-à-dire que c'est une effervescence et une modification des connexions et du nombre de neurones. Ça, OK. Mais là encore, dans quel sens est la corrélation? Est-ce que c'est cette augmentation qui crée tous les phénomènes extraordinaires, complexes, vivants, intelligents? M'étonnerait. Ou est-ce que c'est tous les phénomènes vivants, intelligents et tout qui stimulent le cerveau et qui font qu'il y ait une neurogénèse? Vous voyez, dans l'autre sens. ouais, Pour moi, la réponse est simple. ouais. Mm. Mais malheureusement, comme on est tous là, les Français et les Européens, à ânonner bêtement derrière nos amis américains et anglais qui ont tout découvert, et dès qu'ils disent un truc, on adopte tous le même modèle. Caractaris est le réseau mot par défaut. Waouh! Caractaris est le modèle Rebus. Waouh! Tout est expliqué comme ça, on ne cherche pas à réfléchir. Eux, ils l'ont dit, donc c'est ça, donc on a trouvé. Non, on n'a rien trouvé, leur modèle est totalement troué d'incohérence. C'est matérialiste et c'est faux à la base, puisque le postulat comme quoi la conscience écrite par la matière est faux à la base. Mhm. Donc de toute façon, mais on ne cherche pas plus, quoi. Mm. Si, il faut chercher plus. Si, il faut chercher des modèles qui tiennent compte vraiment des propriétés de la conscience, qui ne sont pas réductibles à la matière. J'insiste, du post-matérialisme. Oui. Mario Beauregard, Gary Schwartz, Erwin Laszlo, Rupert Sheldrake, enfin, il y a des grands noms de la biologie, de l'information et tout, qui disent non,
Il faut shifter au modèle post-matérialiste. La conscience ne dépend pas, n'est pas réductible aux neurones. Dans les expériences de mort imminente, quand le cerveau ne fonctionne plus et qu'il y a des expériences extraordinaires qui sont psychothérapeutiques, qui changent complètement le sujet, qui mémorisent pour la vie entière, c'est lorsque la conscience est lorsque le cerveau fonctionne pratiquement pas du tout, pas du tout. Donc si Mm. le cerveau crée l'inconscience, on pourrait dire que quand il fonctionne pas, il devrait y avoir moins de conscience. Et c'est l'inverse. Parce qu'en fait, c'est le filtre qui diminue. Et Mm. proche de la mort, c'est là où le filtre est le plus diminué. C'est là où le corps, la pointe du tourbillon attire le moins la conscience. Donc la conscience commence à se retirer de la pointe et à remonter vers son origine. C'est ça l'expérience de mort imminente, c'est tout, hein. Et dans les psychédéliques, ce qui le montre, c'est que même caractérise ce grand matérialiste des psychédéliques, ce chef de file de Tout est dans les neurones, a même dit lors de 2 articles que lorsqu'il y a un psychédélique, l'activité cérébrale globale du cerveau diminue. Je répète, l'activité cérébrale globale du cerveau diminue. Ce qui veut dire que c'est pas en stimulant le cerveau que les psychédéliques. Le modèle, c'était ils vont stimuler les neurones et les neurones créent l'expérience. Mais non, il y a moins d'activité globale. Ça veut dire que le filtre fonctionne moins. Ça veut dire que la conscience, la grosse conscience, peut traverser les obstacles qui l'emmènent à la petite conscience et qui la tire vers le haut. C'est tout. Mais normalement, quand un modèle est faux, on l'abandonne, la science avance. Ben non, oui, mais justement non, parce que Non. quand un modèle est faux, mais que il y a encore beaucoup de crédits de recherche qui sont obtenus uniquement grâce à ce modèle, parce que vous obtiendrez très Ah. difficilement avec le modèle post-matérialiste, que des gens qui ont fait carrière dessus sont pas encore à la retraite et tiennent pas à dire au moment à 60 ans, au moment ah ben je me suis planté toute ma vie, flûte, j'ai choisi moi, modèle. Donc éventuellement on peut espérer ça des jeunes, mais comme les jeunes ils tiennent à leur poste, c'est des copieurs. Il y a beaucoup de jeunes, c'est marrant, des jeunes psychologues. Euh, des jeunes psychiatres qui prennent ce modèle parce que ça les rassure. Regardez, c'est matérialiste, on va être accepté, on va pas être taxé d'être des charlatans ou des illuminés. Donc, c'est la sécurité, on la joue tranquille, on se prend un petit modèle matérialiste bien de chez nous, bien derrière le fagot, et puis personne ne va nous embêter. Et puis, on n'aura pas trop à se remuer les ménages pour ah non, s'il faut rentrer dans la spiritualité, moi je suis médecin, attends, et oh, il faut que les sous ils tombent à la fin du mois, et puis que monsieur le docteur, avec la blouse blanche, on s'incline devant moi, un maître, hein. J'ai pas envie de jouer au. Non, non, non. Parce qu'après, dans la spiritualité, tout le monde est égal. Les titres, s'identifier à sa réussite, ça marche pas. Non, attends, j'ai pas fait tout ça pour aller méditer dans une caverne. Ah oui, vous voyez ce que je veux dire? Non, Oh non, mais oui. il y a un peu un truc, il y a une rémanence. Le grand épistémologue Kuhn disait, je crois que c'est lui qui disait ça, hein, il disait pour que les modèles changent, il faut que les gens meurent. En gros, ça veut dire que tous les tenants, ceux qui y tiennent, ceux qui veulent que ça, les conservateurs, ceux qui veulent pas que ça bouge, je crois qu'ils meurent. Mais malheureusement, je vous dis, les jeunes les remplacent, même à ce niveau-là. Ça, c'est un peu déprimant. Je me suis dit, il y a quand même un mouvement post-matérialiste qui est en train de prendre de l'ampleur vraiment et qui petit à petit Oui. va. Le dernier livre là, de Connexion au pluriel de Sylvie Détiolaz et de Charles Fourier, chez Très Ah Daniel, oui. qui est vraiment génial parce que c'est de la science et de l'expérience. Et il montre comment le channeling marche, comment le contact à l'esprit marche, etc. Enfin, il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais eux, c'est vraiment un très gros livre avec plein de données cliniques irréfutables. Et, enfin, il y a plein de livres comme ça qui paraissent en ce moment. Donc, on peut penser que ça va bouger quand même. Mais ça va être long. Et dans le domaine psychédélique, il y a tout un mouvement qui cherchera à exclure les psychédéliques de la spiritualité, donc les exclure du développement spirituel et personnel, et les médicaliser uniquement avec des protocoles mis au point par des laboratoires, avec des substances qu'ils auront juste un tout petit peu modifiées pour mettre un brevet et en avoir l'exclusivité et les vendre très cher, etc. Il y a un gros marché. Il y a un gros marché avec beaucoup d'industries capitalistes ou capitalisantes qui se jettent là-dessus en s'en foutant complètement, comme l'industrie pharmaceutique, de la santé des gens et du bien-être du grand nombre, mais qui voient que les profits à faire. Et la kétamine, par exemple, qui est une substance merveilleuse, je ne fais pas la publicité, c'est ce que disent les gens, hein, etc., euh, sous sa forme racémique, c'est-à-dire il y a deux énantiomères, deux formes en miroir, un mélange égal des deux, ça s'appelle un mélange racémique, a été transformé par le laboratoire Janssen, filiale de Johnson Johnson, pour ne pas parler de tous les scandales qu'il y a eu chez Johnson Johnson avec les antidouleurs aux États-Unis. Enfin, bref, Janssen a isolé un des énantiomères, une des formes en miroir, et la l'S-kétamine, parce que sinon c'est la R-kétamine, ils ont pris que la S, qui n'était pas plus efficace que la R, qui n'était pas plus efficace, mais ils n'ont jamais voulu le montrer, mais c'est évident, ils étaient moins efficaces que la variante qui coûtait rien. Ils en ont fait le Spravato qui coûte très cher, alors que on avait déjà la kétamine qui coûtait plus rien pratiquement, parce qu'elle était dans le domaine public. Ça a été créé en 1962, donc elle est hors brevet maintenant.
dans le capitalisme, faut majorer l'innovation. Il faut jeter ce qui marche bien mais qui ne rapporte plus d'argent et favoriser ce qui va être nouveau. On va se faire voler, hein. Et la seule façon qu'il y aurait qu'on ne se fasse pas voler, c'est que ça devienne donc légal, les thérapies, qu'il y ait des formations, que ce ne soit pas que les médecins, qu'il y ait aussi des psychologues, psychothérapeutes, infirmiers qui puissent le faire, et puis qu'on accepte que ce ne soit pas que pour les pathologies, mais aussi pour le développement spirituel ou personnel. Et qu'il y ait une pharmacie nationale des médicaments spécialisée dans les psychédéliques qui fabrique à coût de production ou un peu au-dessus du coût de production des substances pures, bien dosées, que peuvent utiliser les thérapeutes ou les utilisateurs sérieux qui auront passé un permis de conduire de la prise de psychédéliques pour être sûr qu'ils ne feront pas ça n'importe comment. Mais donc, tant qu'il n'y aura pas ça, il y aura des gens qui chercheront à développer des petits produits qui ne seront pas plus efficaces, voire moins, qui seront moins connus en plus parce qu'ils seront nouveaux, et qui, par contre, vendus 100 fois plus cher. Le Spravato, c'est entre 40 et l'eskétamine. C'est vendu entre 40 et 100 fois plus cher que la kétamine normale qui est déjà disponible. Et qui c'est qui va payer? C'est qui va payer? Eh ben, c'est vous, les gars. Eh ouais. C'est vous. C'est la sécurité sociale quand ils seront homologués et c'est donc le citoyen. Et pour engraisser qui? Pour engraisser qui? Les Les gens qui labos ont inventé des belles choses utiles? pour Non, nous. les gens qui se font du fric en dévoyant des choses qui existent déjà juste pour se tirer leur part de marché. C'est un scandale, ça, le Spravato, c'est un scandale. Et un Mais voilà. parmi d'autres, ils veulent notre bien, c'est bien connu. Oui, bien sûr. C'est comme ils voulaient faire du 2-bromo-LSD, c'est-à-dire du LSD sans propriété psychédélique. Ah bon? Et ça Ah sert à oui, quoi? ou alors de l'iboga sans vision. Ben, c'est toujours Ah, pareil. Ou alors de la mescaline, je crois qu'il ne fait pas vomir. C'est-à-dire, en fait, ils considèrent que le vomi, c'est pas utile. Bien sûr que si, on vomit pas que le physique, on vomit les émotions, on vomit le mental quand on vomit avec les plantes maîtresses. Ou qui voulait abréger la durée d'activité du LSD, par exemple, ou de la psilocybine. Je sais pas que ça dure moins longtemps. Mais ils n'ont pas compris que le temps, c'est pas un problème. C'est un problème peut-être pour les compagnies d'assurance, mais dans le soin qu'on fait, plus il y a de temps, mieux c'est. Plus ça dure, plus on a le temps de faire d'interventions, de sentir des choses, de, de proposer des interventions disruptives, etc. Plus on a le temps, mieux c'est. Un jour, ils vont dire, oh, quel progrès, on a fait du LSD qui dure 2 secondes. mhm. Tenez, un, deux, ah, fait, j'ai rien eu le temps de faire. Ah oui, mais c'est un progrès, ça a duré 2 secondes, ça n'a rien coûté à la Sécu. Ah ouais, d'accord. Ça coûte rien, mais ça fait rien aussi. Ça ne Alors, sert à rien. les gars, d'accord. Est-ce qu'il y a une question particulière qu'on n'ait pas posée, que vous aimeriez poser encore, Et oui, il y avait une question de de votre Monsieur collègue, Charles Bouchou, sur voilà, les esprits? sur les esprits. Donc, il m'a demandé si vous, et vous avez déjà répondu, hein, si vous croyez aux esprits. Donc, en quelque sorte, oui. Alors, moi, je vais vous répondre oui et non. Oui, parce que j'ai déjà vécu en contexte chamanique au Pérou lors de séances d'ayahuasca très sérieuses, intenses, etc. Non, parce que c'est pas forcément utile d'en parler dans un contexte occidental moderne, Mhm, et que dans le contexte occidental moderne, par exemple, ces 4 dernières années, il y a eu au moins 4 études, il y en a peut-être eu plus, mais je connais pas tout, sur ce qu'ils appellent mais de manière très sérieuse, hein, des études scientifiques, matérialistes, sur ce qu'ils appellent les encounters with entity, les rencontres avec des entités, ou encounters avec God, God ou l'équivalent de God, des divinités, etc., ou l'esprit universel. Ou encounter with other. Other, l'autre. O-T-H-E-R, mais avec un O majuscule et entre guillemets, c'est avec l'autre, avec d'autres consciences répandues dans l'univers. Eh ben, dans ces études, ils ont montré que c'était pas du tout toxique. Il n'y avait pas de possession, d'infestation, d'influence par des esprits. Les esprits, dans la majorité des cas, et ça, ils l'ont fait surtout, ça se voit surtout avec la DMT, un psychédélique qu'on retrouve dans la ayahuasca, mais qu'on peut trouver pur aussi, et dans certaines espèces animales et plantes, autres, l'acacia, etc. Donc, ça se trouve surtout que la NLT, mais ça se retrouve avec tous les psychédéliques. Et ils ont testé ça sur des milliers de personnes, de consommateurs, qui ont vécu des expériences de rencontres avec des esprits, des entités. Nous, on est une entité, hein. Les entités, on dit, ouh là là, une entité, mon Dieu. Non, non, si vous allez dans un autre monde peuplé de conscience et qui vous voient arriver dans leur monde, ils vont dire, oh, l'entité, ça va être vous, l'entité. C'est toujours l'autre qui est l'étranger. C'est toujours l'autre qui a un accent. Mais c'est pareil, nous, on dit, on croit qu'on est le centre du monde. Il n'y a que l'homme dans tout l'univers, dans toutes les espèces, dans tous les mondes visibles et invisibles, qui a une conscience. C'est complètement stupide de penser ça. C'est d'une prétention. La conscience, elle est multidistribuée dans l'univers. Elle a des points de concentration dans différents êtres, dont un est nous, mais il y en a bien d'autres. Et donc, il y a bien des mondes visibles ou invisibles qui sont peuplés d'entités conscientes. Alors, c'est ce dont font l'expérience des gens. Ils disent, ah, on a rencontré cette entité, on n'avait pas voulu le faire, on n'y pensait pas, c'était pas un souhait, c'était pas le fruit de nos attentes culturelles. Elle nous a semblé bienveillante,
intelligente, très riche et très vibrante. Elle nous a dit des choses qu'on ne connaissait pas et qui se sont vérifiées vraies après. La rencontre a amélioré notre bien-être, notre expérience de qualité de vie subjective, notre fonctionnement psychique, notre vision du monde, etc. Donc ça a été positif. On a pu dialoguer avec l'entité et c'était plus vrai que la réalité. On était dans un état d'hyper-lucidité quand on l'a fait. On sait très bien faire la différence entre la rêverie, les fantasmes, le rêve. Non, non, on était dans un état. Et moi, je suis sûr, c'est vrai. Et les gens qui sont athées, la moitié d'entre eux devient non athée suite à cette expérience de rencontre. Alors que c'est des expériences de rencontre qui n'étaient pas du tout induites par le cadre, hein. Je ne vous parle pas d'expériences chamaniques où on est avec des chamans et des esprits et on s'attend à avoir des esprits. C'est dans des cliniques occidentales ou dans des utilisations récréationnelles. Les gens font ces rencontres, ils s'y attendaient pas, ils ne savaient pas que ça existait. Et parfois avec des êtres de civilisation qu'ils ne connaissaient pas et dont ils perçoivent après la séance que ah ouais, ça existe, ah ben il y a bien ce détail-là, etc. Donc si vous voulez, ces études-là, et je parle d'études là, ont tendance à converger pour dire que oui, la probabilité qu'il y ait des consciences dans des dimensions autres et qu'on puisse les rencontrer par le biais d'élargissement de la conscience quel qu'il soit, oui, ça existe bel et bien. En tout cas, ça a l'air beaucoup plus probable que l'hypothèse inverse qui dirait non, on est les seuls dans l'univers à avoir de la conscience. Voilà. Ça va beaucoup plus en faveur de la première hypothèse que la deuxième. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Et par contre, dans mon expérience personnelle, l'expérience des autres gens suivis ou rapportés occidentaux, je n'ai jamais entendu ni vu quelqu'un qui disait oh, je suis possédé, etc. Ou alors c'était vraiment une impression, mais qui disparaissait très rapidement et puis qui était vraiment liée à un mécanisme psychique. Mais il n'y a pas de. Moi, j'ai jamais. Alors après, on dit oui, ça dépend des intentions. En fonction des intentions, on attire tel ou tel esprit. C'est vrai que si vous faites de la sorcellerie et que vous utilisez des grimoires et que vous êtes dans des états d'esprit très négatif et que vous voulez vous venger de quelqu'un et jeter des sorts, peut-être, je sais pas, j'ai jamais vu j'ai des gens comme ça et moi je l'ai pas fait. Peut-être allez-vous attirer des champs de force, des champs de forme qui sont vecteurs de certaines émotions ou d'énergie négative ou agressive. Peut-être, peut-être. Il y a eu un livre d'un occidental, je ne me souviens plus son nom, américain très connu, sur les prières négatives. Et il a montré que si on faisait des prières négatives à distance, on pouvait influencer l'électrophysiologie du corps d'un autre, etc. Donc il y a des possibilités de faire du mal par l'intention et par les. Oui, il y a des recherches là-dessus. Donc, et à l'inverse, ceux qui envoient des intentions positives, c'est pas la même chose qui se passe chez le receveur à distance qui ne savait pas à quel moment on lui envoyait ses intentions et qui avait plein de capteurs pour voir ses états de stress intérieur. C'était fait très scientifiquement, hein, l'idée. Donc voilà, peut-être. Mais vous savez, en chamanisme, les gens le disent, hein, c'est l'intention aussi qui compte. Si vous visitez le monde d'en haut ou le monde d'en bas, c'est ce qu'on appelle le monde des esprits compassionnés. C'est-à-dire que eux, ils sont vivants tout le temps, d'éternité. Donc, ils n'ont pas besoin d'énergie, ils n'ont pas besoin de vous en demander, ils n'ont rien à vous demander et à vous extirper, ils ont juste de l'aide à vous donner. C'est les esprits alliés. Mais dans le monde du milieu, qui est la contrepartie invisible du monde matériel ici sur Terre, là, il y a des esprits. C'est un peu la guerre, c'est un peu je vais essayer de t'avoir pour prendre ton énergie sans t'en donner. Et attention, faut savoir, si vous travaillez avec l'esprit des élémentaux, genre le feu, l'air, l'eau et, et la terre, ça peut être très puissant. Et ça peut être dans le bien comme dans le mal. Le feu, ça peut réchauffer quelqu'un qui a froid, mais ça peut brûler. L'eau, ça peut abreuver quelqu'un qui a soif, mais ça peut noyer, etc., etc. Donc là, vous rentrez avec des esprits qui ne sont pas forcément coopératifs, et il faut le savoir le faire. Donc c'est souvent dans le chamanisme, c'est après que les gens apprennent à aller dans le monde du milieu. C'est après avoir acquis de fortes alliances avec des esprits dans le monde d'en bas et dans le monde d'en haut. Voilà, c'est un exemple. Pour celui qui ne veut pas jouer au con, entre guillemets, excusez-moi, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'amuser à faire de la magie noire sous le psychédélique, ou alors il le fait exprès, mais ça c'est possible, hein, c'est une application possible. Sorcellerie augmentée par psychédélique, je préfère pas y penser. Mais bon, j'ai jamais vu ça ni entendu parler de ça. Donc voilà, ça c'est pas la peine de chercher les coups, comme on dit, en se concentrant. Vu que l'attention et l'intention appellent les chances, c'est pas la peine d'aller se concentrer là-dessus. Vous voyez, vous êtes là dans une option de guérison, de développement spirituel, et vous appelez évidemment l'amour, le champ de l'amour et le champ de la connaissance et de la croissance, hein. Oui. Donc là, il va rien se passer. On va terminer par ça. J'avais juste vu dans votre livre que Lequel alors, lequel le quel livre? dernier, celui que j'ai là, les nouvelles thérapies Ah, psychédéliques, d'accord, d'accord. vous parliez Je de connais. ce manifeste pour l'utilisation des psychédéliques avec l'idée quand même qu'on pouvait modifier un petit peu notre champ de conscience ici et maintenant dans ce monde-là. Qu'est-ce que vous pourriez en dire par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que l'utilisation des psychédéliques pourrait modifier cette conscience et aller vers plus de fraternité, par exemple? Ah ben, de toute façon, on sait, il y a des études, hein, avec des générateurs de nombres aléatoires en fonction dont ils réagissent.
aux événements collectifs intenses et mondiaux. Les générateurs de nombres aléatoires ne fonctionnent plus de façon aléatoire. Donc, c'est ce qu'on appelle la psychokinèse ou la micropsychokinèse. C'est-à-dire que les grands mouvements émotionnels qui correspondent à des foules qui vivent la même expérience intense créent une perturbation dans la matière ou une modification du comportement de la matière. Ça, c'est le projet PEAR, Princeton Engineering Anomaly Research. Et ça, ils ont mis des capteurs comme ça aléatoires dans le monde entier. Et quand il y a des grands événements, le 11 septembre, des grandes catastrophes, les machines réagissent. Les machines réagissent. Donc, Wow. pour vous dire, il y a un grand champ de conscience collectif qui n'est pas insensible, même au plus petit des champs de conscience qui le composent. Dans une mare, même si elle est très étendue, quand vous jetez une pierre, il y a des ondes qui sont et qui peuvent aller très loin dans la mare, affecter parfois toute la mare. Alors que c'est juste au départ une petite impulsion. Donc oui, si on augmente le niveau de conscience individuelle avec les psychédéliques, une pratique raisonnée, raisonnable, intelligente, spirituelle des psychédéliques, oui, si c'est permis pour un plus grand nombre, pas pour le plus grand nombre, parce que tout le monde n'aura pas envie de le faire, et tant mieux, parce que tout le monde n'a pas envie de faire la Formule 1, quoi. Même si ça crée des sensations intéressantes, sûrement, beaucoup d'entre nous ont autre chose à faire que d'apprendre à piloter Formule 1. Mais disons que si un certain nombre, un certain nombre critique, là, il peut y avoir un phénomène d'émergence et agir sur la masse de conscience collective. Ça s'appelle l'effet Maharshi, H-A-R-S-H-I, Maharshi. Ça avait été montré que la méditation transcendantale, qu'il y avait si un certain pourcentage de gens dans une ville, dans un village qui faisaient de la méditation transcendantale en même temps, donc augmentation du niveau de conscience d'un groupe, ça affectait le nombre d'accidents de la route, d'actes criminels, etc., d'arrivées aux urgences qu'il y avait dans une journée. Ça a été fait dans plusieurs villes américaines, ça. Donc il y a un effet quand même, vous voyez. C'est pas pour rien. Introduisez en vous le changement que vous voulez voir dans le monde, disait Gandhi, hein, ça c'est une phrase célèbre. Après, il faut qu'il y ait un certain nombre de critiques. On ne peut pas tout faire toute seule, mais c'est l'effet colibri, c'est-à-dire votre petite goutte d'eau à vous, rajoutez les petites gouttes d'eau, vont finir par faire quelque chose de grand. Mais vous, toute seule, vous ne pouvez pas faire quelque chose de grand. Sinon, vous Non. vous mettez en connexion avec le tout et en facilitant justement cette croissance collective. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle interview. J'ai appris plein de choses et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent vont ouvrir leur champ de conscience. Merci Merci beaucoup. beaucoup, mais puis au revoir à toutes et à tous. Au Merci revoir. d'avoir écouté. Non, mais en fait, je fais la vidéo que sur les conneries. Non, je plaisante. Pardon. Ah ben, on peut faire un bêtisier à la fin, si. Après, ça peut. Ça veut dire que la conscience, la grosse conscience peut pénétrer, perméationner, que dans le sens de perméabiliser. On parlait de quoi? Moi, je dis ça. Bon, eh ben, est-ce qu'on a fait le tour du sujet, chère Non, intervieweuse? Parce que là, ça fait comme 1h20. Je commence à fatiguer. je vais juste faire une pause. Je vais baisser mon truc parce que sinon, je vais avoir une tête comme ça. D'accord. Vous n'avez pas vu que le soleil tournait, hein? Ah bah oui, C'est bizarre. Le il vous soleil tourne. suit. Oui, il me suit. C'est pas moi, hein, c'est pas la Terre, hein, c'est c'est le C'est soleil. peut-être vous qui l'attirez, hein. Je sais Voilà, pas. je pense. Je pense. Bon, on garde tout ça. On coupe pas ce passage. D'accord. Mais ça à la fin. Voilà.